Bonjour à tous, c'est Keycord. Je vous propose de regarder aujourd'hui ce que je viens de recevoir, c'est-à-dire Warhammer Underworld d'Dire Chasm, autrement dit la saison 4 de Warhammer Underworld. Donc je vous propose avec moi de profiter de cet unboxing et ensuite de l'analyse. On commence tout de suite. Parti pour l'unboxing. Alors hop, on va ouvrir la boîte. Alors, première chose que l'on voit, c'est qu'on voit qu'on a, comme les précédentes, on a les plateaux des jetons et les plateaux de jeu, et on regardera après en détail dans l'analyse le contenu de ces trucs-là et voir un petit peu les plateaux. Ensuite, on voit qu'on a les livres de règles. Alors, contrairement aux éditions, aux saisons précédentes, vous voyez qu'il a été mis sous plastique. Donc ce qui oblige à l'ouvrir, et puis vous avez les deux bandes qui sont dedans. Donc vous voyez les luminettes en haut, les purificateurs de Miyari et la bande Slaanesh, le cortège de l'effroi. Voilà. Ensuite on a les figurines en proprement parler, donc les luminettes en blanc, et on a en noir, on a les Slaanesh. Voilà. Ensuite, on a les dés, hop, vous voyez, donc il y a les 5 dés d'attaque, 3 dés de défense et 3 dés de magie, voilà, hop. Et enfin, on a les cartes, donc là c'est pareil, packaging un petit différent des saisons précédentes, voilà, qui ont été regroupées en un seul paquet, avec les deux cartes de bande et des cartes plus génériques, voilà. J'ai l'impression qu'il y en a un peu moins que les saisons précédentes. À voir, on verra ça dans l'analyse tout à l'heure. Voilà, merci. Là, c'était la partie analyse. Et puis on y va. Allez, un petit générique et on attaque l'analyse. Après l'unboxing, on va regarder un peu plus en détail donc les jetons et ensuite, les plateaux qui sont fournis. Alors, au niveau des jetons, on voit qu'il y en a les marqueurs objectifs, les points de gloire, les compteurs activation, points de blessure. Là, jusque-là, à part les illustrations, rien d'anormal. Avec le retour des tokens ici. Alors oui, parce que ça peut servir pour d'autres choses. Voilà, le retour, si on les compte. Voilà, donc ça, c'est assez classique. On fait pareil les objectifs pareils jusqu'à 8. Les pions de garde, tout ça. Les points de gloire, les points de dégâts. Ensuite, on continue. On a la célèbre route déviation. Compteur 9. Le marquage. Les cases fatales, je suppose. Ouais, en tout cas, voilà, avec deux pions encore. Voilà, donc ça, c'était pour les jetons. Alors, pour les terrains... Pour les plateaux, il y en a donc 2 à l'intérieur. Et vous voyez donc le premier, la première face. Alors, est-ce qu'on le voit assez sur l'écran? Oui, on le voit comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut se dire qu'au départ, que c'est une configuration assez classique. Pas de casse fatale sur celui-là. Si on le met ici, c'est une configuration assez offensive. Là, pareil, si on le met dans l'autre sens... On peut dire exactement la même chose, peut-être plus agressif que l'autre côté. Voilà, pour aller plus vite sur le camp adverse. Et ensuite, si on les met sur la longueur, on voit que ce côté-là, on est pareil avec un côté, on va dire, voilà, un petit peu agressif. Et tandis que l'autre, si c'est une bande populeuse, vous limitez le nombre d'adversaires vers vous. Donc voilà. Ensuite, on va regarder l'autre côté. Alors l'autre côté... Qu'est-ce qu'on voit tout de suite? C'est que vous voyez... Alors, attendez, j'essaye de bien le positionner. Voilà. Vous avez ici une case fatale. Donc, si on le positionne comme ça, qu'est-ce qu'on peut voir? Vous avez 4 ici. Un qui se positionne sur les côtés, donc qui peut être intéressant pour quelques cartes particulières. 3 derrière, donc vraiment derrière. Et puis ici, voilà, donc excusez-moi, il y en a même une deuxième, pardon, vous voyez, il n'était pas assez rouge sur la caméra pour que je le voie. Donc voilà, 2 cases fatales qui sont plutôt sympathiques.
Donc voilà, positionnement bien réparti, sauf que quand on remarque que après, si on les met par exemple sur la longueur, hop, ça se voit bien, oui, sur la longueur, vous voyez que si vous mettez sur cette longueur-là, vous avez deux cases fatales, une seule case, et ensuite les zones de placement sont assez reculées sur la table. Donc si vous avez plutôt une bande de défense, si vous mettez planté comme ça vous permet de voir venir, de laisser venir à vous. Et c'est plutôt sympathique. Et à l'inverse, si vous le mettez dans l'autre sens, vous avez une configuration plus pour aller vers votre adversaire. Et encore, et vous voyez avec les cases bloquants ici qui peuvent être sympathiques. Et dernier cas de figure, celui-là. Donc là, ça vous laisse pareil des opportunités pour bloquer un peu l'arrivée de votre adversaire sur vous. Donc pareil, plus une configuration de défense. Là encore. Voilà, bah écoutez, déjà ce premier plateau, il est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va regarder le deuxième. Alors, le deuxième, qu'est-ce qu'on voit? Pareil, on a une case fatale. Que je vous dise pas de bêtises, cette fois-ci, oui, il n'y en a qu'une. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir? La configuration, vous voyez, très centrée, plutôt là. Vous voyez, vous en avez 3, 2, 2. Donc, ouais, assez classique encore une fois. Là, pareil, si vous voulez que votre adversaire est une position, si c'est une bande un peu plus haute, donc là vous voyez sur les bandes de base, vous avez de mémoire c'est 4 de chaque côté, donc là vous voyez, vous mettrez 2, il sera obligé d'en mettre derrière, donc vraiment séparer votre adversaire, ou alors le paquet vraiment derrière, soit il est devant, soit il comment dirais-je, il répartit sa bande en deux, vous la coupez un petit peu en deux, donc c'est qui empêcherait des actions de défense, ou d'attaque, hein, peu importe. Et à l'inverse, si on le mettrait dans l'autre sens, vous voyez là par contre vous pouvez éventuellement mettre vos 4 pour aller très vite dans le camp adverse, et voir éventuellement mettre 2 figurines derrière si vous voulez absolument les protéger. Là je pense notamment aux mages ou aux figurines principales ou les leaders. Voilà, ça vous permettrait éventuellement, si vous voulez le protéger, de faire quelque chose comme ça. Donc ça c'était la première face. On a fait les deux côtés. J'ai fait comme ça. Oui, bah, je crois que j'ai fait tout. Allez, ensuite, l'autre côté. Alors, l'autre côté, on voit bien aussi, c'est bon. Alors, vous voyez qu'il y a deux cases, pas de case fatale. Et je crois que c'est pareil sur l'autre. Hein. Il y avait qu'un des deux plateaux qui avait des cases fatales. Ouais, c'est ça, pareil. Sur l'autre plateau de jeu, c'était pareil. Il n'y avait qu'un côté qui avait une case fatale. Là, vous avez ici, qu'est-ce qu'on peut voir? 2 devant, 3 au milieu. Pareil, 2 décalés. Donc le principe a priori sur ces plateaux c'est d'avoir 3 positions de départ au milieu, et quand on regarde l'autre d'ailleurs, je suis en train de regarder, et l'autre non, c'est vraiment réparti sur les deux moitiés, quasiment sur les deux moitiés de plateau. Là quand je dis deux moitiés, dans ce sens là, hein, bien entendu. Voilà, si on place sur le côté, si on passe ici, ça peut être une bonne position de défense, encore une fois. Pas trop d'attaque parce que vous voyez, mettez ici, vous isolez vraiment vos bonhommes. Voilà, donc vous voyez, pour vous montrer un peu ce que ça peut donner en termes de déploiement de début de partie. Et ensuite, celui-là, bah voilà, ça, là pour pareil, une configuration plus offensive. Donc globalement, bah, vous voyez, des plateaux plutôt intéressants. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais ça me paraît très sympa. J'ai hâte d'essayer tout ça. N'hésitez pas à commenter, donc alors c'est mon avis personnel, n'hésitez pas à commenter, partager, etc. Cette vidéo, votre avis sur les plateaux aussi, j'attends vos retours. Et puis bah écoutez, après les plateaux, on va attaquer le livre de règles. Et après le livre de règles, après les jetons, les plateaux et les livres de règles, pour être précis, on va passer aux cartes. Alors donc là, on a les figurines que je montrerai bientôt. Les dés, bah, ça c'est les dés classiques, et là ce sont les cartes. Alors j'avoue qu'elles sont tombées tout à l'heure lorsque j'ai préparé la vidéo, donc je vais les faire un peu. Alors on va commencer par les cartes de Slaanesh, si vous voulez bien, la bande de Slaanesh. Alors déjà, alors le leader 2 de 2, vous voyez qu'il se déplace à 4, 1 en bouclier, 4 à 4 points de vie, et au cours de l'action d'attaque de ce combattant, infliger les dégâts après l'étape, infliger les dégâts. Choisissez entre infliger un dégât à ce combattant ou
ou soigner soin 1 pour ce combattant. Donc soit vous le soignez, soit vous lui faites un dommage. Donc ça, vous le faites systématiquement. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix, puisque c'est systématiquement, c'est une réaction, donc vous ne pouvez pas l'empêcher. Donc vous êtes obligé. Donc soit vous le soignez, soit vous le faites de 1. Mais par contre, là où vous voyez que c'est intéressant, c'est que c'est pour l'exalter justement, après une activation du combattant, vous pouvez l'exalter s'il y a au moins 6 marqueurs dégâts sur vos alliés. Donc c'est plutôt voilà, c'est pratique d'avoir cette capacité, cette réaction là. Donc de 2, et qu'est-ce qui se passe quand il est en exalté? Et bien en exalté, on voit qu'il gagne 1 de mouvement, qui fait 3 attaques et qui en plus il gagne fracassant. Donc là pour le coup à 3 dégâts ça fait une bonne brutasse. Et pas de réaction supplémentaire à part celle qu'il avait déjà. Donc ça c'était pour le leader. Bah écoutez, c'est plutôt un leader plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas en commentaire de la vidéo ce que vous en pensez, bien entendu. Hein. Ensuite, Sex Slash, donc lui, il tape à 2, même chose. Et il a 5 points de vie, 4 de mouvement en armure, donc plutôt sympathique. Et quand il passe en exalté, eh bien il passe à 5 de déplacement. Et oui, et là vous voyez, alors vous voyez une faiblesse que j'ai remarqué, c'est qu'il reste à 1 dé de défense. Donc voilà. Par contre, ils se soignent où ils s'infligent un dégât. Donc c'est plutôt sympathique et ça tape à 2 à chaque fois. Et par contre, s'il gagne un dé d'attaque en épée, il passe de 3 à 4. Donc c'est plutôt 4 dés, c'est plutôt sympa. Donc plutôt les deux figurines plutôt sympathiques. Alors, figurine suivante, on a Azu qui est un chasseur. Il peut tirer à 3, bah oui, il a un arc. Hein. Même chose, on peut lui mettre... Alors, lui, il se met pas de dégâts. Par contre, lors de l'étape repoussée, la cible de cette action d'attaque, au lieu de repousser la cible, poussez la cible de jusqu'à une case. En fait, ça vous permet surtout de choisir où est-ce que vous poussez la figurine. Au lieu d'être, entre guillemets, sur les 2 cases opposées à la figurine, vous pouvez aussi très bien le dire que vous le décalez légèrement pour le mettre à portée. Moi, par exemple, d'un gros bourrin comme ça, ça peut être plutôt pas mal. Alors, sinon, niveau stats, il a 4 de mouvement, 1 esquive et 2 points de vie. Alors là, c'est là où le bas blesse. Voilà. 2 points de vie, ça fait un peu léger avec les frappeurs qu'il y a dans le jeu. Ensuite, quand il est exalté, il gagne 1 de mouvement, il gagne 1 dé d'esquive. Donc là, pour le coup, il devient un peu plus viable, mais toujours de points de vie. Et son attaque reste toujours à 1 dégât. Donc voilà. Il est un peu plus costaud. Il est repoussé. Donc voilà. J'avoue que je suis pas trop super fan de la figurine, à part qu'il peut, comme on dit, un peu pimper, empêcher une figurine d'aller prendre un objectif en la repoussant et en choisissant où est-ce qu'on la met. Mais au-delà de ça, voilà. Bien. Ensuite, on a Glissette, qui elle peut taper à 2, avec 2 pour en épée, 2 de dégâts, et pareil. Et par contre, ce combattant est en garde, donc il est considéré tout le temps en garde, donc c'est plutôt sympa. Surtout qu'il a 2 dés d'esquive, mais comme vous le savez, quand c'est en garde, et ben, l'esquive et la garde marchent quand même. 2 points de vie, 4 de mouvement, et en exalté, et ben, elle a 2 attaques. Une attaque au corps à corps qui a balayage. Oui, c'est ça, balayage. 3D pour 1 et sinon 3 pour 2. Bah, c'est plutôt sympa. Alors voilà, ça c'était la bande. Bah, la bande est plutôt pas mal. À part l'archer que je trouve vraiment on va dire le maillon faible parmi les 4. Les 3 autres envoient du pâté, comme je dirais. Ensuite, dans l'objectif, on a mort sublime. Donc là, ça rapporte 6, donc à mon avis, ça doit être compliqué. Marquez ceci à une phase de fin, s'il y a 3 combattants amis survivants ou plus, et 3 combattants ennemis ou plus sont hors de combat. C'est jouable en fin de partie, ça veut dire de garder 3 personnages en vie. C'est pas si mauvais ça, et à mon avis, ça doit pas être si dur que ça à avoir les 6, à avoir gagner les 6. À voir, franchement, une bonne petite carte d'objectif. On continue, on a Calvacade 2 démence. Marquez ceci à une phase de fin s'il y a 3 combattants amis survivants ou plus.
et chaque combattant ami survivant est exalté. Alors c'est possible. Ami survivant est exalté, ça doit être jouable. Maintenant, il faut savoir bien doser parce que vous voyez, il faut quand même prendre 6 jetons. Quand ils ont 5, ça veut dire 2 et 3, ça fait 5. Il en faudrait un de plus avec un dégât. Ça peut être jouable. C'est dangereux, mais ça peut être jouable. Ensuite, Sarabande sans fin, instantané, marquez ceci immédiatement. Après une activation, si chaque combattant ami survivant a un ou plusieurs jetons en mouvement et ou charge. Si chaque combattant. Bah ça, pour le coup, c'est facile à faire. Là, pour le coup, c'est assez facile. Il n'y a pas de notion de nombre. Donc, même si vous n'en avez qu'un de survivant, vous faites un mouvement avec. S'il est encore en vie, boum, vous scorez un instantanément. Après une action, c'est chaque combattant. Donc, vous la scorez même directement. Imaginez, c'est votre 4e activation du tour. Tous vos bonhommes ont joué. Donc, soit ont chargé, soit ont bougé. Boum, vous scorez. Et en plus, comme c'est avant la fin du tour, vous instantané, vous gagnez le point de gloire, vous retirez un objectif. Et si ça se trouve, vous allez scorer l'objectif que vous allez piocher. Donc c'est plutôt sympa. On continue avec avidité excessive. Marquez ceci à une phase de fin. Si votre bande tient plus d'objectifs que toute autre bande. Là, c'est 4 contre 4. Ça part de l'idée plutôt que vous êtes agressif ou en tout cas que vous allez l'avoir. C'est jouable, hein. C'est largement jouable. Là, pour le coup, même les luminettes pourraient l'avoir dans leur truc. Bon, à part que là, c'est spécifique à cette bande-là, mais voilà, c'est jouable. Ça pourrait être jouable dans n'importe quelle bande. Proximité charnelle. Instantané. Marquez ceci immédiatement après qu'une activation. Après une activation, si 2 combattants amis ou plus sont adjacents au même combattant ennemi. Là, pareil, ça peut se jouer très facilement. Ensuite, on continue, gourmandise excessive, instantané, marquez ceci immédiatement après une activation. Si un ou plusieurs combattants amis sont chacun adjacents à 2 combattants ennemis ou plus, là c'est plus spécifique, donc là j'avoue que je suis beaucoup moins fan. Excès d'oisivité, hybride, marquez ceci une phase de fin. S'il n'y a pas de combattant ennemi avec un pion, mouvement ou charge, ou votre bande tient 2 objectifs ou plus. Alors là, c'est plus facile de faire avec les 2 objectifs. Ouais, pourquoi pas. À voir. À voir s'il n'y a pas mieux, mais ça doit jouer facilement, je pense. Excès d'orgueil, hybride. Marquez ceci à une phase de fin. Si votre leader tient un objectif en territoire ennemi, ou un ou plusieurs leaders ennemis tiennent un objectif dans votre terrain. Bah, dans les deux cas, ça peut être jouable. Après, pour un, il y a certainement des objectifs plus faciles à mettre. Voilà, c'est quand même assez spécifique. Ensuite, excès de vanité instantané hybride, marqué immédiatement après l'action d'attaque d'un combattant ennemi. Si cette action d'attaque met hors de combat un combattant ennemi avec 2 améliorons ou plus, ou ce combattant ami, ce combattant ami a 3 améliorations ou plus en jeu. À 3, ouais, ça c'est jouable ça. Hein. Ça c'est jouable. À voir. À voir le tout. Ensuite, casteur du dieu perdu. Marquez ceci à une phase de fin si chaque combattant ennemi survivant est en territoire ennemi. Là c'est pareil, c'est jouable. Hein. Hop. Ensuite, tableau signe. Ça fait penser assez aux conquêtes. Hein, à conquête en termes de play. Sauf que conquête, c'est juste à la 3e phase de fin. Tandis que là c'est vous le faites à n'importe quelle phase. N'importe quelle fin de ronde. Tableau sinistre, instantané, marquez ceci immédiatement après l'action d'attaque d'un combattant ami qui met hors de combat un combattant ennemi qui tient un objectif. Donc là c'est plutôt pas mal, parce qu'il faut savoir que ça marche aussi bien si c'est un objectif chez vous ou chez l'autre. Donc du coup, oui, c'est pourquoi pas. Ça peut être mis facilement dans un deck. Ensuite, sadisme éblouissant, marquez ceci une phase de fin si chaque combattant ennemi survivant a un ou plusieurs marqueurs blessures. Alors ça peut se jouer. Ça peut se jouer. Effectivement, ça peut se jouer assez facilement aussi. Alors, on passe maintenant dans les cartes spécifiques, dans les subterfuges, dans les manœuvres, comme ils disent. Alors, ça, c'est pour Seclash, donc c'est pour le gros ton. Alors, en réaction, après l'action de mouvement d'un autre combattant, si ce combattant
n'est pas adjacent à Skleclash, un Skleclash ami, donc voilà. Donc oui, parce que c'est du wording un peu pour du multijoueur aussi. Pousser ce Skleclash ami de 2 jusqu'à 2 cases. Après la poussée, ce Skleclash ne doit pas être à plus de 2 cases d'un Vasillac ami. Vasillac, c'est le chef. Voilà. Donc oui, ça peut être sympa. C'est un subterfuge, ça peut permettre de déplacer. Bah, vous voyez la combo déjà que voit, c'est vous bougez Vasillac vers une unité ennemie. Vous faites votre attaque, votre charge que vous voulez. Et à la fin, après, boum, après le mouvement, boum, vous faites ça et vous bougez votre Groton pour l'approcher, ou en tout cas le rapprocher plus facilement de la cible. Donc voilà. Ensuite, subterfuge aussi, douleur lancinante. Choisissant un combattant qui tient un objectif, infliger un dégât à ce combattant. Bah, ça peut être bien parce que ça peut être un finisher sur une figurine ennemie, et ça peut être aussi vous donner un dégât de plus, et surtout vous permettre d'atteindre plus facilement les 6 compteurs de dégâts, et donc d'exalter vos figurines. Ensuite, on a désir inoubliable. Choisissez un combattant ennemi. Le joueur du combattant choisi doit choisir entre donner à ce combattant un pion de mouvement ou pousser ce combattant d'une case. C'est plutôt sympathique aussi. Ensuite, on continue avec étreinte funeste. Jouez ceci pendant l'action d'attaque de portée 1 ou 2, donc pas à distance, hein, concrètement, pas des attaques à portée 3, d'un combattant ennemi qui cible un combattant ennemi. Après l'étape infliger dégâts, si le combattant a reçu assez de dégâts pour être mis hors de combat, jetez un dé de magie, et sur l'espèce de griffe, ce combattant ami effectue une action d'attaque qui doit cibler l'attaquant. Voilà, donc concrètement, même si ça met un combattant ami hors de combat, vous pouvez, si vous réussissez cette action, donc avec cette action de magie, vous pouvez faire une action d'attaque avec le combattant qui va mourir. Donc en gros, alors là pour le coup, ça me rappelle un peu vous savez, pour les premiers orques de la saison 1, qui avaient une carte à peu près similaire, qui permettait, avant de mourir, vous lanciez un dé, il pouvait faire une dernière attaque avant de mourir. Donc voilà, pour info, je l'ai utilisé sur Warhammer Underworld Online il n'y a pas assez longtemps que ça avec ma bande orc, et ça a été plutôt efficace. On continue avec toujours... alors là, c'est pour Vasillac, donc pour le leader, ouais, c'est rare qu'ils aient des subterfuges nommés. Je crois que c'est pas les premières, mais moi, je me pose la question. En plus, un subterfuge spécifique à une figurine, ouais, c'est rare pour être signalé, je pense. Alors, subterfuge, donc manœuvre, moins 1 dégât à la première action d'attaque effectuée, à la prochaine activation. Moins 1 de dégâts, ouais, c'est plutôt pas mal, ouais, ça permet de le faire tenir. Hop, on continue. Saturé de sensations, choisissez un combattant ennemi, choisissez entre soins 1 ou infliger 1. Donc là c'est pareil, là pour le coup c'est un must-have dans cette bande. L'autre d'ailleurs aussi, hein, celui qui tient un objectif, celui qui fait un dégât sur une figurine qui tient un objectif, parce que encore une fois c'est à double sens. Vous pouvez le faire sur une figurine ennemie qui tient un objectif, ou sur une figurine amie à vous qui tenait un objectif. Et donc les deux vous permettent, avec ces deux subterfuges, déjà vous avez 2 dégâts. Donc sur les cibles, vous avez déjà fait un tiers du chemin pour prétendre exalter les figurines. Donc c'est plutôt sympathique. On continue avec celle-là, attrait de Slaanesh, toujours une manœuvre. Choisissez un combattant, poussez le combattant choisi d'une case, ou jusqu'à une case pour chaque combattant ennemi survivant avec en plusieurs paires marqueur blessure. Donc ça c'est plutôt sympa, parce que si vos 4 combattants ont un pion blessure, pour ça vous faites bouger de 4 une figurine amie, donc c'est plutôt très très fort. Alors, encore une fois, bien utilisé, hein, qu'on soit bien d'accord. On continue. Flot de sensations. Jouez ceci après une action d'attaque d'un combattant ami qui met un combattant ennemi hors de combat. Donc ça, c'est une condition assez classique. Ce combattant ennemi effectue une action de mouvement. Donc c'est plutôt pas mal. C'est là, ça permet de vous tuer quelqu'un, vous tuer une figurine, vous redéplacez votre figurine, et ça vous permet éventuellement de vous mettre en position de soutien pour une autre figurine. Donc c'est plutôt, ou de vous désengager, ou de vous sortir d'une zone dangereuse. Donc c'est plutôt pas mal. On continue. Douleur partagée.
Alors ça, je l'avais déjà vu, je crois que j'en avais parlé dans une vidéo lorsque j'avais pris les previews de Games. Jouez ceci pendant l'action d'attaque d'un combattant ennemi qui cible un combattant ennemi. Après l'étape déterminée après l'étape déterminée le résultat. Quand vous résolvez l'étape infliger des dégâts, choisissez un combattant à une case ou moins de la cible. Ce combattant, plutôt que la cible, reçoit les dégâts de l'action d'attaque, puis la séquence de combat se termine. Alors ça c'est bien pour protéger une figurine, donc on a notamment pour protéger les deux figurines ou surtout l'archer. Si vous mettez un Vasillac ou l'autre à côté, ça peut permettre qu'ils se prennent des dégâts à la place de la figurine et surtout d'éviter qu'elle les met hors de combat celle-ci. On continue. Moquerie blessante. Choisissez un combattant ennemi adjacent à un ou plusieurs combattants amis. Le combattant choisi n'est plus exalté et ne peut plus être exalté. Cet effet persiste jusqu'à la fin du round jusqu'à ce que ce combattant est mis hors de combat. Quand cet effet se termine, le combattant choisi est exalté. Donc là, c'est plutôt pas mal. Alors ça peut être bien si vous avez l'intention d'aller tuer une figurine et qui est déjà exaltée, donc vous savez que vous allez avoir plus de mal à la tuer. Bah là, avec ça, vous lui enlevez son bénéfice d'être exalté et vous, entre guillemets, vous augmentez vos chances de faire une bonne attaque et de l'éliminer comme il faut. Et puis d'autant plus si la version exaltée de la figurine que vous ciblez avait un point de vie de plus, bah du coup ça vous permet de le tuer aussi plus facilement grâce à ça. Voilà, ensuite on passe dans les améliorations. Il reste encore quelques cartes. Dans les améliorations. Alors, réaction. Alors, ça, c'est pour Azu, donc c'est pour l'archer. Après la première action d'attaque de portée 3+, de ce combattant lors d'un round, ce combattant effectue une action d'attaque de portée 3+. Donc, en fait, vous faites 2 tirs. En fait, vous faites 2 tirs à un dégât, donc, et vous n'êtes pas obligé de le faire sur la même cible, donc vous pouvez le faire sur 2. Donc, si vous avez envie de le faire, voilà, c'est plutôt sympa. Hop, on continue. Ensuite, danse sans fin, donc ça c'est pour glissette, c'est pour l'autre. Réaction, après l'action de mouvement d'un autre combattant ennemi, poussez ce combattant d'une case ou de 2 cases si d'abord vous infligez un dégât à ce combattant. Alors c'est pas mal. Alors c'est bien si vous arrivez à avoir des points de gloire ou à les poser lors du premier round. Après, je suis pas super fanatique de ça, de gagner. Alors, ça donne du mouvement. Mais est-ce qu'il n'y a pas mis au niveau amélioration? À voir. En même temps, c'est un bon combattant, donc pourquoi pas. À réfléchir à tête reposée, comme on dit. Diversion ostentatoire. -1 dé aux actions d'attaque effectuées par des combattants ennemis adjacents à ce combattant avec un minimum de 1. Bah ça, c'est plutôt sympa, ça. C'est plutôt très sympa. Faire -1 dé d'attaque quand on cible la figurine, c'est quand même pas rien. Alors en général, je suis pas friand. Encore une fois, je crois que je l'avoir déjà dit dans une vidéo, je suis pas friand de ces cartes qui enlèvent des dés parce que ça n'empêche pas quand même l'attaque et ça n'empêche pas de faire les dégâts. Donc voilà, ceci étant dit, ça limite les risques, mais ça ne les empêche pas. Donc voilà. On continue avec la marque du prince du chaos. Donc là, c'est pour le steak machin, là. C'est pour le breton. Alors, pendant l'action d'attaque de portée 1 de ce combattant, avant le jet d'attaque, infligez un dégât à ce combattant. Dans ce cas, choisissez fracassant ou inévitable. L'action d'attaque a cette aptitude jusqu'à ce qu'elle soit résolue. Ça, c'est fort. Ça, c'est ultra fort. Parce que vous avez le gros ton. Il suffit que vous ayez une action ou une autre carte qui vous permet d'augmenter les dégâts avec ça. Vous lui donnez le trait fracassant et là, vous perforez n'importe quelle défense. Donc, c'est plutôt très bien. Et alors j'ai envie de vous dire qu'en plus c'est dans la boîte de base et vous savez vous risquez d'affronter les luminettes pas mal en ce début de saison 4. Fracassant, je suis pas sûr que les luminettes apprécient beaucoup. Ça c'est mon point de vue personnel. Alors ensuite on continue. Entrave sadique. Alors ça c'est pour n'importe qui. Donc ça tape à 2. 3 pour les épées, donc 3 dés d'épée. Et les dommages. La caractéristique de dégâts de cette action est de 1, plus le nombre de marqueurs blessures de la cible. Alors ça c'est bien. Ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Mais ça veut dire que c'est bien si vous voulez plutôt, c'est plus un finisher de figurine. Et ça part sur l'idée que vous allez taper une grosse figurine qui a déjà beaucoup de PV. Voilà, c'est bien, oui et non. À voir, voilà, ça dépendra des équipes, des bandes que vous avez en face. On continue avec résistance écœurante. Donc là, ça fait quand ce combattant reçoit des dégâts, jetez un dé de défense sur un bouclier. Ce combattant ne reçoit qu'un seul dégât.
Donc ça peut être très fort si vous savez que vous avez des gros frappeurs ou que la figurine va être opposée à un gros frappeur. Hein, et ben dans ces cas-là, vous mettez ça. Il ne prend qu'un seul dégât et donc c'est plutôt sympathique. On continue. On a un muscle soporifique. Le combattant ennemi qui commence une action de mouvement à 2 cases ou moins de ce combattant ont moins 1 de mouvement avec une minimum de 0. C'est bien, mais c'est conditionné. Donc là, je suis pas fan parce qu'à 2 cases, ça veut dire qu'à une case, il peut quand même essayer de venir. Voilà, bon, ça dépend sur qui on tombe, quelle est la bande en face. Mais je suis pas là pour le coup, je suis pas super fan de la carte. Il y a, je pense, beaucoup mieux. Ensuite, force dans la douleur. Plus un dégât et une action d'attaque de ce combattant, portée 1 et 2. Si ce combattant a un ou plusieurs marqueurs blessures. Donc là, voilà, ça c'est un must-have pour les deux. Alors, pas pour Glissette et pour le l'archer, mais pour les deux autres, pour Vassillac et Slake Clash. Là, pour le coup, ça les vaut largement. Donc ça, c'est un must-have. Voilà. Là, clairement, pour les deux, vous devez l'avoir hein, direct. C'est même pas. J'ai même envie de vous dire, c'est même pas optionnel. Au jour d'aujourd'hui, de ce qu'on voit au niveau des cartes. Hein. Enfin, c'est mon avis. Ensuite, aussi vif que le désir. Alors, plus en mouvement. À la place, si ce combattant a un ou plusieurs marqueurs blessures. Alors là, ça peut être très bien, très fort. Là, c'est pareil, je conseille de le mettre. Pareil sur un des deux gros. Alors, quand je dis les deux gros, c'est Vassiliak ou Slake Clash, hein, les deux, hein, ces deux-là. Hop. Est-ce qu'on les voit là? Ouais, on les voit. Voilà, ces deux-là. Parce que là, pour le coup, comme ils ont une auto-réaction pour se mettre un point de blessure, et ben du coup, vous, voilà, vous leur donnez 2 de mouvement en plus. Comme ils sont déjà à 4, les deux, en base, hein, même, et même en exalté, je crois qu'en même en exalté, ils passent à 5. Donc vous voyez, concrètement, ils passent à 7 de mouvement. T'es où, toi, le leader, là-bas? Tu te caches? Attends, j'arrive. Voilà, non, c'est fort. C'est beaucoup plus fort que ce que même je ne pensais à la première lecture. Parmi les cartes qu'on avait pu voir d'ailleurs en preview, je crois que celle-ci était annoncée. Et au départ, j'avais pas trouvé ça extraordinaire, il me semble. Et finalement, avec le recul, si je pense que finalement, c'est plutôt très sympa. Ensuite, on a Briseur de l'âme. Là, pour Vasilek, pour le leader, après une action d'attaque de portée 1 ou 2 qui cible ce combattant, jetez 2 dés d'attaque. Jetez un dé d'attaque, pardon, sur un marteau. Choisissez une des améliorations de l'attaquant, cette carte est défaussée. Là, pour le coup, je suis pas fan. Parce que ça veut dire, clairement, en général, au premier tour, c'est une amélioration qui vous servira à rien. Ça veut dire aussi que votre adversaire aura récupéré des points de gloire avant. Donc, vous êtes déjà dans une position, pas de perdre, c'est pas le mot, mais vous avez déjà un désavantage. Donc, là, pour le coup, l'amélioration, j'avoue que je suis très mitigé, voire pas du tout satisfait. Enfin, satisfait dans le sens, pour moi, elle n'est pas jouable. Enfin, elle n'est pas jouable en matière. Donc ça, c'était les Slaanesh. On va regarder les luminettes. Hop. Allez, j'enlève le petit papier. Alors, les luminettes. Alors, ils sont mis d'abord en exalté. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Allez, je vais commencer par les deux tons et on finira par les autres. Allez, c'est parti. Alors, on voit que c'est un mage qui a 2 dés de magie, qui a une attaque au corps, enfin, qui peut taper à 2 pour un marteau pour 2. Alors, la condition d'exaltation, vous voyez, c'est lorsque vous faites un jet d'attaque ou de défense, c'est que tous vos dés soient des réussites. Voilà, donc ça, ouais, c'est une concession d'exaltation pas mal. Alors, une attaque donc qui peut taper à 2 pour un marteau 2 et une magie à 3 pour faire un dégât et surtout, au début de la partie, on donne un compteur Quartz, en gros un marqueur, voilà, à chacun des figurines. Et vous pouvez en réaction, après un jet d'attaque ou de défense, vous pouvez relancer un marqueur, vous pouvez retirer le marqueur Quartz pour relancer un dé de ce jet. Donc c'est plutôt très fort. Alors vous voyez qu'il a 4, il a tout de suite 2 dés d'esquive. Alors comme je disais tout à l'heure, 3 points de vie c'est pas mal. Et avec 2 G d'esquive, n'oubliez pas, tout à l'heure vous avez vu sur les clash, hop, il peut se mettre en fracassant. Il arrive, boum, au revoir le mage. Mais bon, c'est déjà bien. En exalté, ça donne quoi? Et ben écoutez, il passe à 2 dés pour le marteau, 2,
3, il fait 2, il gagne aussi un dégât. Oui, c'est ça, il gagne un dégât pour la magie, un marteau de plus. 4, 2, 3, et pour les stats, ça change pas. Donc, ok. Ensuite, le deuxième, là, c'est un combattant pur et dur. Alors, il se déplace qu'à 3. 2 boucliers, vous voyez, il part direct à 2 boucliers. Il peut taper à 2 avec la longe du marteau, on va dire ça comme ça, pour 2 marteaux et 2 dégâts. Et lui, pareil, il a un Nether Quartz. Et par contre, vous voyez, il ne peut pas être repoussé s'il n'a pas de mouvement en haut de charge. Vraiment, tant qu'il n'a pas été activé, vous ne pourrez pas repousser le bonhomme. Donc là, concrètement, c'est typiquement la figurine. Vous la mettez sur un objectif en fin de tour ou lorsque vous êtes le dernier à être activé. Et si l'autre ne va pas sacrifier une manœuvre, subterfuge ou action particulière pour le bouger, bah, il sera là, il ne va pas bouger. Donc 3 points de vie. Et quand il est exalté, il passe à 3 dégâts. Et c'est tout. Et il a l'effet Dark Quartz aussi pour lancer un jet. Donc c'est plutôt pas mal. On continue après avec Hélène, l'esprit tranchant. Vous voyez, il tape à 1, 2 marteaux, 2, elle a qu'un bouclier, 4, 3. Et elle fait... Et on peut relancer n'importe quel nombre de dés du jet de défense quand un combattant est la cible d'une action d'attaque de portée 1. Voilà, donc au corps à corps, vous l'attaquez. Elle peut relancer, elle a qu'un dé de défense, mais elle peut relancer autant qu'elle veut. Donc là, si vous la montez en défense, elle va être assez costaud. Et pareil, même condition, avoir que des réussites pour ces trucs. Alors, et là, quand elle est exaltée, alors là, ça devient assez monstrueux. 3 dés pour attaquer, 2 dés de dégâts. Et surtout, elle gagne fracassant. Et elle gagne une armure et un dé. Et pareil, toujours les mêmes choses avec Laser Quartz. Le quatrième. On continue. 3, 2, 1 avec fracassant pour la flèche. Et la deuxième, quand c'est visé. Alors là, ça n'a plus fracassant par contre. Mais par contre, ça fait toujours 1. Et en réaction... Voilà, et s'il fait un critique avec l'autre, il fait un dégât de plus. Donc c'est plutôt sympathique. Bon bah voilà, c'est plutôt bien. Allez, alors, donc les subterfuges. Alors on a canalisé la montagne. Choisissez un combattant ami. Vous pouvez retirer les marqueurs Aether Quartz de ce combattant. Dans ce cas, donnez à ce combattant, au combattant choisi et à chaque ami adjacent un pion garde. Sinon, donnez au combattant choisi un pion garde. Ça peut être sympa. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'avoir ça? À voir. À voir en jeu. Il faut tester. C'est des bandes vraiment... là, pour le coup, même les deux, il y a des choses certainement où mon avis changera. Ensuite, canaliser la rivière. Choisissez un combattant ami. Vous pouvez retirer les marqueurs Aether Quartz de ce combattant. Dans ce cas, poussez le combattant choisi de jusqu'à 3 cases. Sinon, poussez le combattant choisi d'une case. Donc ça peut être très fort pour de l'engagement. Parce que vous faites en réaction, vous bougez, vous pouvez attaquer derrière. Voilà, ça peut être plutôt fort. Notamment avec justement le... Comment il s'appelle, Bahanar, qui fait qu'il ne bouge pas tant qu'il n'a pas de compteur charge ou mouvement. Vous le bougez, il n'aura pas bougé, il attaque, il est sur un objectif, et alors là, pour le faire bouger, allez-y quoi. Donc ouais, donc c'est plutôt, vous voyez, c'est plutôt sympa. On continue, canaliser le vent élémentaire. Choisissez un combattant ami, vous pouvez retirer les marqueurs Aether Quartz de ce combattant. Dans ce cas, infligez un dégât jusqu'à 2 combattants ennemis à 2 cases ou moins. Sinon, infligez un dégât à un combattant ennemi à 2 cases ou moins. Donc ça, pour le coup, c'est très très fort. Et j'ai même envie de vous dire, là pour le coup, dans cette boîte-là, la boîte de base où vous affrontez les Slaanesh, comme vous avez pu voir tout à l'heure, c'est des bandes où il y en a 2 figurines qui ont 2 points de vie. S'ils se mettent un dégât pour tomber à 1, et ben boum, avec ça, vous les éliminez. Donc ouais, non, c'est plutôt bien. Et là, c'est pour le coup, c'est voilà, c'est plutôt sympa. Ensuite, canaliser le zénith. Choisissez un pareil élémentaire. Choisissez un combattant ami. Ce combattant est exalté. Vous pouvez retirer les marqueurs Aether Quartz de ce combattant. Si vous ne le faites pas, cet effet persiste jusqu'à la fin du round. Quand cet effet se termine, le combattant n'est plus exalté.
Ouais, donc en gros, voilà. Si vous le faites, il a un laser quartz, il devient exalté. S'il n'en a pas, il devient exalté, mais il revient en normal après. Je suis pas, j'avoue que à mon avis, il y aura des choses mieux qu'à faire que l'avoir. C'est bien pour gagner au premier tour, notamment au premier round, pour exalter votre figurine. Mais après au 2 ou au 3, je pense que votre laser quartz, vous l'aurez utilisé sur les figurines, donc je suis pas fan. J'avoue que je suis pas fan de cette carte-là. On continue. Lumière éblouissante, moins 1 dé jusqu'à un minimum de 1. Aux actions d'attaque des combattants ennemis à la prochaine activation. Bon là, ça revient à la même chose que tout à l'heure. Je suis pas fan de ce type de carte, parce que ça n'empêche pas d'attaquer, ça n'empêche pas de faire un critique et de tuer votre figurine quoi qu'il arrive, même si vous avez limité. Vous limitez la casse, mais vous n'empêchez pas que le dé fasse ce qu'il faut. Évasion lumineuse. Alors ça fait réaction. Jouer ceci pendant une action d'attaque. Après l'étape déterminer le résultat. Si cette action d'attaque doit infliger des dégâts qui devraient mettre hors de combat un combattant ami avec un ou plusieurs marqueurs Aether Quartz, jeter un dé de magie sur l'icône griffe. Je suis désolé, je l'appelle comme ça, mais je sais qu'il a un autre nom. Retirer le marqueur Aether Quartz de ce combattant et la séquence de combat se termine. Si vous ne pouvez pas, cette carte n'a pas d'effet. Donc ça c'est plutôt fort à condition d'avoir Laser Quartz, mais ça prévient la mort d'un personnage. Donc là pour le coup c'est assez fort. Pareil en début, on va dire que les 2 premiers tours c'est très fort, au 3e à mon avis Laser Quartz vous l'aurez plus, ça vous servira à rien. Mais en tout cas effectivement c'est très très fort en début de partie. Là pour le coup je pense que même si comme je vous dis vous risquez de plus en avoir l'utilité en fin de partie, voilà, s'il n'y a pas de moyen de récupérer du laser quartz, là pour le coup, mais sinon c'est une carte très forte. Un sort, vous avez lumière diffuse, manœuvre de sort, il faut 2 griffes. S'il est lancé, choisissez un combattant ennemi à 4 cases au moins du lanceur. Vous pouvez relancer un jet d'attaque, des jets d'attaque des combattants ennemis pour les actions d'attaque qui ciblent le combattant choisi. Cet effet perdure jusqu'à la fin du round, jusqu'à ce combattant choisi. Jusqu'à la fin du round ou que le combattant choisi soit hors de combat. Donc ça c'est voilà, c'est vous ciblez vraiment une figurine. Ouais, c'est pas mal, c'est un sort. Ouais, c'est. Je suis mitigé, j'avoue, je suis mitigé. Ensuite, détermination orgueilleuse. Plus un dégât à la première action d'attaque dans le cas d'une action de charge d'un combattant ami à la prochaine activation. Ouais, ça peut être sympa quand je regarde les figurines, ça passerait de 2 à 3. Et après, en exalté, ça ferait peut passer de 3 à 4, ouais, certains, oui, pourquoi pas. Ça peut valoir le coup, voilà, plus un dégât, ouais, c'est toujours bon à prendre, on va dire. Ensuite, force tectonique, bon, pour Banard, pour le mec au marteau. Alors, ça fait, choisissez entre pousser un combattant ennemi d'une case, en l'éloignant d'un banner ami, voilà, dans l'éloignant de la figurine, ou pousser un banner ami d'une case en le rapprochant d'un combattant ennemi. Donc là pareil, c'est une bonne carte, à condition bien sûr que votre figurine n'ait pas été éliminée avant. On continue, fierté, et là pareil c'est une carte spécifique, vous voyez, une carte manœuvre subterfuge sur une figurine spécifique. Et de mémoire, je ne suis pas persuadé que dans la saison 3 il y ait des cartes comme ça d'action, de subterfuge, de manœuvre qui soient spécifiques. Autant les équipements, oui, mais les subterfuges, je n'en ai pas le souvenir. Ensuite, subterfuge de fierté inviolable. Choisissez un combattant ennemi. Si ce combattant a un ou plusieurs marqueurs Aether Quartz, donnez à ce combattant un pion garde, sinon soin 1 pour ce combattant. Donc là encore, c'est très bien. Donc clairement, dans cette bande luminette, il va falloir vraiment très bien gérer ces Aether Quartz. Puisque je rappelle qu'en début de game, il n'y en a que 1 par bonhomme. Et je crois pas quand ils s'exaltent, en en remettre 1. Non, donc vous voyez, il faudra vraiment bien gérer ce truc-là. Esprit équilibré, vous pouvez relancer alors, des magies, donc c'est pour le mage. Vous pouvez relancer un dé de magie, des jets de lancement et des jets d'action d'attaque de sort de ce combattant. Alors c'est très bien, sous réserve qu'on utilise vraiment la magie. Pour l'instant, à voir ce qu'il y aura dans les cartes basiques, enfin les cartes multi. Les cartes génériques. Alors, amulette cœur de roche, quand ce combattant reçoit des dégâts, réduisez ses dégâts de 1 jusqu'à un minimum de 1.
Ouais, ça peut, c'est toujours ça de prix, comme on dit. Ensuite, réflexe accru, réaction utilisée après l'action d'attaque d'un combattant ennemi, retirer les marqueurs Azarquoise de ce combattant. Dans ce cas, il effectue une action d'attaque qui cible le combattant ennemi, puis défausser cette carte. Est-ce que ça vaut le coup de utiliser après l'action d'attaque? Donc ça veut dire que l'attaque est échouée, vous faites une action d'attaque à la place d'un... Ouais, pourquoi pas. Après, c'est un équipement, donc ça veut dire qu'une fois que vous l'aurez fait, vous n'aurez plus de laser quartz, et que surtout vous l'aurez défaussé. Ouais, ça peut être bien, ça fait une attaque supplémentaire. C'est un bon slot. Ouais, pourquoi pas. Après tout, avec le recul, oui, non, c'est pourquoi pas. Ensuite, sens accru. Réaction. Utilisez ceci pendant l'action d'attaque de ce combattant après le jet d'attaque. Retirez les marqueurs d'Acer Quartz de ce combattant. Dans ce cas, cette attaque est fracassante et inévitable jusqu'à ce qu'elle soit résolue. Défaussez cette carte. C'est pareil, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Pareil avec Laser Quartz. Hein. Donc sinon, ouais, c'est ouais, pas si mal que ça. À voir. Ensuite, le bouillonnement de magie, donc pour un mage, pour un leader surtout, pour un mage, pardon. Utilisez ceci pendant le jet de lancement de ce combattant. Avant de jeter les dés, retirez le marqueur hasard cross de combattant. Dans ce cas, jetez un dé de magie additionnel pour ce jet de lancement, puis défausser ces cartes. Alors là, je suis pas fan parce que, encore une fois, pour l'instant, enfin, tout du moins pas maintenant, parce que je pense qu'il n'y a pas assez de sorts intéressants pour lui. Alors, à moi, à voir ce qu'il y aura après. Hein. Alors, Banard, pour le mec au marteau, posture de la montagne, fracassant ne peut pas affecter les jets défense de ce combattant. Ah, c'est bien, donc ça l'immunise au fracassant. Donc c'est encore, ça devient une bande de... J'ai l'impression que c'est Banard, donc le mec au marteau qui va être la figurine centrale de cette bande. Et donc c'est celui qu'il va falloir apprendre à gérer. Moi qui personnellement j'ai certainement joué les luminettes, je pense que c'est ça. Il va falloir apprendre à gérer ce Banard. Et donc plus un d'attaque aux actions d'attaque de portée 1 et 2 de ce combattant s'il n'a pas de mouvement ou de charge. Donc là encore une fois, tout ce qu'on a vu, les cartes qui permettaient de faire les déplacements supplémentaires, c'est du tout bon pour lui. Ensuite, don de la montagne. Si ce combattant a un ou plusieurs marqueurs Azer Quartz, il est en garde. Sinon, après une action d'attaque de ce combattant qui met un combattant ennemi de combat, donnez à ce combattant un pion garde. Donc là, c'est pareil, ça reste dans l'idée. Ouais, j'ai envie de lui dire, ça peut être bien ouais, de mettre la garde à lui. Ensuite, pareil pour le mage, ce combattant a une ligne familier hibou ou scruteur, ce combattant a une ligne de vue sur chaque autre combattant. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Donc, ouais, c'est bien pour les attaques. C'est plutôt bien. Vitesse de Hirsch. Alors, ça fait plus en mouvement si combattant un marqueur. À la place, si combattant a un ou plusieurs marqueurs Azer Quartz. Donc, ça, c'est très bien aussi. C'est du déplacement. Par contre, ouais, non, parce que. Ouais, si, ça demande du mouvement, mais. On sacrifie le marqueur Azer Quartz. Non, en même temps, tant qu'il l'a, donc oui, c'est très bon. Ensuite, Dag Yanari, donc ça c'est pour Senela, c'est l'archer. Corps à corps, 3D pour 1, et sur une touche critique, il a plus d'un dégât, donc il fera 3. Donc là, oui, c'est une bonne amélio pour l'archer. Là, pour le coup, vous voyez, il passerait de ça à ça, et il passerait en corps à corps 3 marteaux, et en cas de critique, 3 dégâts. Donc oui, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. C'est une bonne amélioration pour lui, ça c'est sûr. Allez, on a fini les cartes de pouvoir. On va passer sur les objectifs. Âme étincelante. Alors, le double, marquez ceci à une phase de fin. S'il y a 3 combattants ennemis survivants ou plus. Et chaque combattant ennemi survivant est exalté. Je pense que ça vaut le coup de le mettre parce que ça me paraît pas une condition si dure que ça à remplir. Surtout que quand on regarde, c'est pas des attaques qui ont énormément de dés. Donc, il ne fait que des réussites. Pourquoi pas? Il faut avoir un peu de chance dans ce cas-là, mais 2, c'est jouable. Ensuite, bénédiction élémentaire, instantané hybride, marquez ceci immédiatement après que vous retirez le marqueur laser quartz d'un combattant ami quand vous résolvez un subterfuge élémentaire ou votre bande lance un deuxième sort ou plus à la même phase. Ouais, pourquoi pas, après c'est un instantané, à voir avec le reste. Force de l'avalanche, instantané, marquez ceci immédiatement après l'action d'attaque d'un combattant ami qui inflige des dégâts égaux ou supérieurs à la valeur de la caractéristique blessure de la cible.
Alors ça peut être bien, voilà, c'est spécifique à Bahalar, j'ai envie de vous dire. Tour 1, c'est un instantané, oui, pourquoi pas, hein, ouais, why not, hein. Là, c'est oui, c'est à mettre. Paragon invincible enfin, pour gagner 2 points de gloire. Marquez ceci à une phase de fin s'il y a plus de combattants amis survivants que de combattants ennemis survivants. Ouais, c'est à double tranchant, ça veut dire que vous êtes déjà en train de gagner, vous gagnez 2 points de plus, 2 points de gloire supplémentaires. À voir, hein. Je suis pas fan parce que ça part sur l'idée que vous êtes déjà en train de gagner. Donc à mon a priori, si vous êtes déjà en train de gagner, vous n'avez pas besoin de 2 points de gloire supplémentaires. À voir. Patience de la montagne, instantané, marquez ceci immédiatement. Après une activation, si chaque combattant ami survivant a un ou plusieurs pions garde, oui pourquoi pas, mais il faut axer son action sur la garde. Personnellement, je pense pas. Moi, ouais, après c'est de l'instantané en même temps, donc à voir. Formation parfaite, instantanée, marquez ceci immédiatement après une activation. Si votre bande tient 3 objectifs ou plus. Ouais, c'est jouable, hein, c'est largement jouable. C'est largement jouable. Ouais, moi je tenterai. Je le tenterai, je pense, avec cette bande-là, hein. Perfectionniste, marquez ceci à une phase de fin. Si aucun combattant ami survivant n'a de marqueur Hazard Quartz. Donc là, pour le coup, ça peut être largement jouable. Là, ça veut dire qu'à chaque fois, vous faites 4 activations, vous avez vos 4 bonhommes, vous utilisez vos Hazard Quartz, et puis boum, c'est un point de gloire. Après, est-ce que vous n'allez pas garder vos enfants de garde pour d'autres choses? À voir, je pense qu'il y a mieux à apprendre que ça. On continue, lumière purificatrice, marquez ceci à une phase de fin si votre leader tient un objectif. Donc là, c'est pas super compliqué. Parce que je pense que votre match, vous le mettrez plutôt en, comment dire, en fond de cours, donc dans votre terrain à l'abri. Et si vous êtes intelligent sur les 2 ou 3 objectifs, vous allez en mettre un pas loin de lui. Donc voilà, je pense que c'est largement jouable celui-là. Ensuite, poursuite de l'excellence. Marquez ceci à une phase de fin. Si un ou plusieurs combattants amis survivants ont chacun 3 améliorations ou plus. Si un ou plusieurs combattants ont chacun 3 améliorations ou plus. Ouais, c'est jouable, hein, c'est largement jouable. Même si vous avez des trucs qui se défaussent, c'est jouable. Scellé Bisgrève. Marquez ceci une phase de fin si votre bande tient 3 objectifs ou plus. Là, c'est pareil. Si vous jouez l'autre ou vous tenez les 2, je crois, ou 3 objectifs, c'est pareil. Dans les 2 cas, je pense que ça peut se jouer aussi. Après, voir comment vous allez orienter votre deck et votre style de jeu. Alors, ne pas se salir les mains. Instantané, marquez ceci immédiatement après que l'action d'attaque de portée 3 plus d'un combattant ami a mis un combattant ennemi hors de combat. Alors, ça peut être bien. Ça peut être bien si, par exemple, combo classique, entre guillemets, vous envoyez Bahanar, vous tapez sur un Gus, vous l'avez amoché, mais ça ne le tue pas. Et hop, une petite flèche, et le monsieur le tue. Et là, c'est un avoir un ou deux, puisqu'il peut faire 2 en critique avec son arc. Vous savez, je vous l'avais dit d'ailleurs. Ouais, quand il est voilà, avec son attaque, voilà. Et puis en plus, il a fracassant, donc c'est une unité qui peut faire très mal. Rapidité surnaturelle, marquez ceci à une phase de fin si un combattant ami survivant a une caractéristique de mouvement supérieure à tout autre combattant survivant. Tout combattant survivant, ils ont 4 de déplacement, 4. Là pour le coup je ne le mettrai pas parce que vous voyez sur Slaanesh, la bande de Slaanesh quand ils sont exaltés passe à 5. Donc là vous savez déjà cet objectif là vous aurez du mal à la remplir. Donc déjà celui-là vous voyez c'est niet pour moi. Bon bah voilà, on a fini les cartes génériques. On va attaquer carte des lunettes. On va passer aux cartes génériques. Alors c'est la carte suprématie. Alors ça nous dit quoi pour la carte suprématie? Quand ce joueur gagne ou reçoit le pion suprématie, il prend le pion suprématie et le place à côté de ses cartes de combattant. Si un autre joueur a le pion suprématie, quand un joueur le gagne, ce dernier prend le pion suprématie à celui qui le possède. Alors, un joueur gagne le pion suprématie. Alors effectivement, ça c'est la nouvelle règle. Alors c'est décrit dans les règles, mais ça on le viendra plus. Je pense que je ferai peut-être une vidéo spécifique sur le livre de règles, sur les spécificités. Quand je dis il y a des petits trucs en plus, donc là en l'occurrence suprématie en fait partie. Alors, vous gagnez le pion suprématie lorsque une action d'attaque d'un combattant ami a ciblé un combattant sans marqueur blessure et l'a mis hors de combat. Quand vous regardez les 2 bandes avec des figurines à 2 blessures, vous dites oui, c'est jouable, hein, largement. Lors de laquelle l'action d'attaque d'un combattant ami a mis un leader ennemi hors de combat. Donc ça pareil. Et si sa bande tient 4 objectifs ou plus.
Et si un joueur tient et, voilà, et surtout l'effet le plus important, c'est que si un joueur gagne le pion suprématie et là à la fin du tour, à la fin du round, il gagne un point de gloire dépensé, puis défausser le pion suprématie. Donc même s'il est dépensé, c'est quand même un point de gloire, donc c'est quand même un point de victoire. Donc c'est quand même pas, c'est pas rien. Donc vous voyez, vous pouvez utiliser la carte pour le point de gloire. Alors on continue, on va sur les cartes de la bande. Alors attendez, je vais ranger ça. Ça c'est pour les lunettes. Hop, on va mettre le petit machin. Hop, je vais ranger ça bien comme il faut. Allez, ensuite, le pion suprématie, il est là. Alors, manœuvre de sort, aspect intimidant. Donc pour une griffe, s'il est lancé, choisissez un combattant ennemi à 3 cases ou moins du lanceur, donnez à ce combattant choisi un pion garde. Bon, c'est bien, c'est pratique, c'est sympa. Ensuite, coup féroce, plus un dégât à la première action d'attaque de portée 1 ou 2 effectuée par un combattant ennemi à la prochaine activation. De plus, cette action d'attaque est fracassant si ce combattant a mis un marqueur fin en ou plus. Donc il faut regarder quel est l'effet du marqueur fin et voir comment il se récupère. Donc là, c'est encore un autre marqueur, c'est pas suprématie, c'est un autre encore effet de jeu. On verra ça plus tard. Pardon. Ensuite, on a élan féroce, plus un mouvement au premier combattant ennemi qui effectue une action de mouvement à la prochaine activation. Et plus 2 s'il a en plus la fin. Donc voilà, donc il faudra vraiment qu'on regarde à quoi correspond la fin. Donc, encore une fois, je vous ferai une vidéo dessus, hein, bientôt là-dessus. Résistance féroce. Choisissez un combattant ennemi, jetez un dé de magie pour chaque marqueur blessure de ce combattant choisi. Et un dé de magie additionnel si ce combattant a un marqueur fin ou plus. Pour chaque griffe, soit 1 pour ce combattant. Donc ça peut être bien, mais est-ce qu'il n'y a pas mieux à mettre? Alors après, c'est du soin, hein. Donc du soin, c'est toujours bien, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas plus utile? Avance affamé. Choisissez un combattant ennemi, poussez ce combattant d'une case vers le combattant ennemi le plus proche, puis donnez au combattant choisi un marqueur fin. Donc ça peut être bien, justement pour avoir la fin, pour faire les combos avec ça, ça peut être bien. Ensuite, en magie toujours, là cette fois-ci, rayon affamé, manœuvre de sort, s'il est lancé, déviation 3 jusqu'à la case du lanceur. Depuis la case du lanceur, infligez un dégât à chaque combattant ennemi de la chaîne, puis donnez au lanceur et à chaque combattant de la chaîne un marqueur fin. Ouais, pas mal. On continue. Saison de la chasse. Chaque combattant est un chasseur et chaque combattant est une proie. Ok. Cet effet persiste jusqu'à la fin du round. Ok. Pourquoi pas. Là, c'est intéressant si vous jouez avec la saison 3 à Beastgrave, hein, bien entendu, parce que c'était basé sur chasseur-proie surtout. Non, je vous dis une bêtise. Oui, c'était la saison 3, où il y avait chasseur et proie. Aspect hypnotisant. Manœuvre de sort. S'il est lancé, choisissez un combattant ennemi à 3 cases ou moins du lanceur. Poussez ce combattant choisi d'une case. Ouais, pas mal. Bon, je pense que là, pour le coup, il y a mieux, hein. Le soin, par exemple, à mon avis, est plus intéressant. Roche argileuse. Piège. Réaction. Jouez ceci après l'action de mouvement d'un combattant ennemi qui se termine sur la même case qu'un pion objectif. Déviation 1 depuis cette case et poussez ce combattant ennemi jusqu'à la fin de la chaîne. Si ce combattant ennemi ne peut pas être poussé sur une case, ce combattant choisi n'est pas poussé. Bon, bah écoute, ça empêche de prendre un objectif, c'est plutôt toujours pratique. Ensuite, frisson de la chasse, réaction. Jouez ceci après l'action d'attaque d'un combattant ennemi qui met un combattant ennemi hors de combat. Vous gagnez le pion suprématie, donc ça c'est cool, vous le gagnez direct. Puis choisissez entre soin 1 ou pousser ce combattant d'une case. Bon, écoutez, là pour le coup, c'est plutôt pas mal celui-là. En plus, ça a 2 effets au choix, donc c'est plutôt sympa. En amélioration, on a le bâton lémurique, donc pour un mage. Ce combattant est une proie. Si ce combattant est une proie, les contre-coups et les manœuvres de sort ne peuvent pas infliger de dégâts à ce combattant. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas mieux en termes d'amélioration? À voir. Ensuite, à tour effrayant, ce combattant est un chasseur. De plus, si vous avez le pion suprématie, vous pourrez lancer un dé d'attaque, des jets d'attaque de ce combattant. Donc là, pour le coup, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Ensuite, formidable défense. Ce combattant est une proie. Si ce combattant est une proie, plus 1 défense. Et moins 1 au dé d'attaque de ce combattant
aux actions d'attaque de ce combattant. Ouais, pour le coup, je suis moins fan, hein, parce que vous pénalisez, il passe une proie, donc ok, c'est fort, mais plus un dé de défense pour un moins un dé, ouais, pourquoi pas, à voir. Ensuite, on a armure affamée. Donnez à ce combattant un marqueur fin au début de chaque ronde. Si ce combattant a un marqueur fin ou plus, vous pouvez relancer un dé de défense, des jets de défense de ce combattant. Donc là, c'est plutôt très fort. Ça, pour le coup, ça c'est bien. Ensuite, maître du pillage. Gagnez le pion suprématie chaque fois que ce combattant effectue une action d'attaque qui met un combattant ennemi hors de combat. Après que ce combattant ait été mis hors de combat, défaussez le pion suprématie. Voilà, ok, bon, bah, c'est bien, c'est plutôt bien aussi. Ensuite, masque de peau écorché. Ce combattant est une proie, moins un dé aux actions d'attaque de ce combattant, avec un minimum de 1. Cette carte ne peut pas être défaussée. Réaction, au cours d'une action d'attaque de portée 1 ou 2, qui cible un combattant, après l'attaque infligée des dégâts, donnez cette amélioration à l'attaquant. Ouais, je suis pas super fan hein, de cette carte. Hein. Je suis pas super fan. Ensuite, vitesse sauvage. Ce combattant est un chasseur, plus de mouvement, moins 1 en défense. Là, je suis pas fan du tout, du tout, du tout, du tout. En tout cas, pas pour ces demandes. En tout cas, là, ces demandes de base d'ailleurs chasse, là, je suis pas fan. Force sauvage, ce combattant est un chasseur, plus un dégât aux actions d'attaque de portée 1 ou 2 de ce combattant, moins 1 en défense. Là, c'est pareil, c'est vous donnez de dommages, ok, mais ça fait vous. Ou alors vous le faites avant une activation et vous voulez voilà avoir, c'est dangereux. Arc du croc psychique, alors ça tape à 4, 2 marteaux, 1 dé. Vous pourrez lancer un dé d'attaque si la cible a au moins un pion mouvement ou charge. Là pour le coup je suis plus fan parce que comme c'est pas spécifique à une figurine, vous pouvez la mettre à n'importe laquelle. Et quand même toucher à 4, même si c'est qu'un dégât, c'est quand même très très fort. Et puis on peut lancer un dé d'attaque, donc ça permet de, entre guillemets, de pimper, de repousser une figurine, de faire des trucs. Donc je trouve ça plutôt sympa. Là pour le coup, je trouve que l'arc est plutôt très bien. On continue. Alors vous voyez que c'est des Sigmarites. Alors là c'est un Farstrider, on va dire ça. Et ça c'est plutôt un Stormcast, lance du gros psychique, pareil. Alors là vous tapez K2, force 2, dégâts 2 pour lancer un jet d'attaque. Donc là pour le coup je suis assez fan de ces deux armes. Là j'avoue. Alors je mettrai en premier l'arc et en deuxième lui, mais c'est vrai que là c'est plutôt bien. Puis c'est pas une arme que vous défaussez en plus, donc c'est plutôt bien. En objectif générique, vous avez donc domination absolue. Marquez ceci à une phase de fin s'il y a au moins 2 combattants ennemis survivants et pas plus d'un combattant ennemi survivant. Ouais, c'est limite, hein, c'est quand même chaud, hein, parce que là ça veut dire que là encore une fois ça veut dire que vous êtes déjà en train de gagner. Ouais, vous voyez, je suis pas super fan. Agressivité ostentatoire, hybride, marquez ceci à une phase de fin, si 2 combattants ennemis ou plus sont hors de combat, ou si un ou plusieurs combattants ennemis survivants ont chacun au moins 2 améliorations d'action d'attaque. Ouais, ça me paraît quand même conditionné, hein. En plus pour que 1, pour remplir ces conditions-là, même si ou 1, même si c'est ou, c'est ouais, je suis pas convaincu. Prédateur terrifiant hybride, marquez ceci à une phase de fin si vous avez le pion suprématie, donc ça ok. Et un ou plusieurs combattants ou un ou plusieurs combattants ennemis survivants ont une ou plusieurs actions d'attaque à une caractéristique de dégâts de 4+. Donc là pour le coup ça me paraît compliqué. Ouais, voir c'est pareil, je suis pas fan de ces hybrides là. Position dominante, marquez ceci à une phase de fin si votre bande tient plus d'objectifs que toute autre bande. Bon, là c'est pareil, hein, c'est jouable, hein, c'est un peu comme l'autre tout à l'heure. Hein. Là ça va dans toutes les bandes. Là pour le coup si vous jouez ça et que vous avez l'autre avec les sylvanettes, c'est pareil, vous mettez les deux hein, dans ces cas-là. Parce que là vous pourrez scorer les 4. Avec un peu de chance, mais vous pourrez scorer 4 points de gloire direct. Marquez ceci à une phase de fin si un ou plusieurs combattants amis ont chacun 2 marqueurs fin ou plus. Ouais, pourquoi pas. Après que pour un, à voir. À voir ce qu'il y a. Démonstration intimidante. Hybride, marquez ceci à une phase de fin. Si un combattant ami survivant a une caractéristique de blessure plus élevée que tout autre combattant survivant. Là, pour le coup, c'est pareil. Alors là, c'est une carte à mettre pour les Slanesh qui sont à 5 de base. Et là, pour le coup, et à l'inverse, pour les Slanesh, oui. Mais à l'inverse, pour les Luminettes, c'est même pas la peine, vous ne le mettez pas. Ok, on continue. Sort prédateur instantané. Donc, marquez ceci immédiatement après qu'une action d'attaque de sort de votre bande affiche des dégâts qui mettent un combattant ennemi hors de combat. Donc à voir par la suite.
Mais pour l'instant, pas convaincu. Ensuite, Paragon de sauvagerie instantané, marquez ceci immédiatement après l'action d'attaque de votre leader. Après que votre leader ait mis un combattant ennemi hors de combat. Alors là, encore une fois, autant pour les Slanesh, je dis oui, autant pour les Luminettes, je dis non, parce que le mage, vous allez plutôt le mettre en fond de cours. Donc non. Enfin, oui, oui pour les Slanesh, mais non pour les Luminettes. Ensuite, chasse victorieuse instantanée, marquez ceci immédiatement après que l'action d'attaque d'un chasseur a mis une proie ennemie hors de combat. Oui, ça peut le voir, ça peut. Dans les deux bandes, ça peut. Instantané hybride, marquez ceci immédiatement après que vous gagnez le pion suprématie ou l'action d'attaque d'un combattant ennemi ayant une critique de dégâts de 4+, réussi. 4+, il faut l'avoir, la critique à 4+ de dégâts. Ils sont rigolos. Donc j'espère qu'il y aura des cartes qui permettront de faire ça, parce que là, en l'état, c'est assez compliqué. Pour cette condition-là, après, je ne parle pas d'avoir le pion suprématie, encore une fois, sur les deux objectifs. Si vous passez sur l'idée que vous allez avoir le pion suprématie, oui, pourquoi pas. Mais la deuxième condition, non, c'est plus chaud. Chasseur de trésors, marquez ceci une phase de fin si votre bande tient 2 objectifs ou plus en territoire ennemi. Bah là c'est plutôt pas mal, mais ça me fait penser un peu au Farfrider qui avait comme condition d'exaltation d'aller en territoire ennemi. Bah là si vous avez l'objectif d'être ultra agressif, bon bah celle-là vous pouvez essayer d'aller la chercher. Hein. C'est compliqué mais c'est faisable. La mort à des ailes pour cette dernière carte. Alors, instantané hybride, marquez ceci immédiatement après que l'action d'attaque de portée 3 ou plus d'un combattant met un combattant ennemi hors de combat ou un combattant ennemi termine une action de charge à 6 cases ou plus de la case où il se trouvait. Ouais, je suis pas super fan non plus. Ouais, quoique. Alors là, pour le coup, pour les Luminettes, alors là, pour le coup, je le conseille largement pour les Luminettes, un peu moins pour les Slanesh. Voilà, mais pourquoi pas. Ça peut être jouable, alors là, encore une fois, comme je disais, ouais, plus pour les lunettes que les Slanesh. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour des cartes. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, comme vous avez pu voir, on a commencé par un petit unboxing, ensuite on a parlé des terrains, on a parlé ensuite du livre de règles, donc on a fait un contour général du livre de règles. Hein. Je ferai un focus plus spécifique sur notre vidéo dessus. Et enfin, on a regardé les cartes des Luminettes et donc on a pu voir les deux bandes. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager. C'est bien entendu une vidéo où je mets mes commentaires à moi, mes avis personnels. Ça n'engage que moi. Je ne prétends pas être tout savoir. Mais en tout cas, c'est mon point de vue et mon ressenti là comme ça aujourd'hui. Alors, il y aura certainement des choses, il y aura certainement des cartes dont je vous ai parlé là. Où mon avis va changer. Parce qu'encore une fois, je n'ai pas encore joué avec ces bandes, donc je ne peux pas juger plus que ça. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez, à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je vous donne rendez-vous donc sur une prochaine vidéo où là certainement on parlera une prochaine vidéo Underworld où on parlera, je vous dis, du livre de règles d'Airchasse. Je vous donne rendez-vous également sur ma chaîne Twitch Kikordius où on fera aussi, où je fais maintenant assez régulièrement des parties de Warhammer Underworld Online. Et pour terminer, je vous donne rendez-vous aussi sur la chaîne Twitch Entre Jeux Studio où je fais partie notamment de l'émission Entre deux guerres qui aura lieu d'ailleurs jeudi prochain qui arrive. Voilà, alors on ne parle pas forcément de Warhammer Underworld, mais sachez que ça fait partie des sujets qu'on peut aborder. Donc dans Entre deux guerres, dans l'émission Cartes sur table aussi où je participe également. Donc n'hésitez pas non plus à vous mettre en follow de ma chaîne Kikordius et de Entre Jeux Studio aussi. Merci à tous, à bientôt, amusez-vous bien, et puis c'est une saison 4 qui démarre très très fort. Ciao ciao!